to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Nous sommes en réunion, mais dès le début de la réunion, les gens vont à huis clos, c'est-à-dire les présidents, les chefs d'État et tout le bazar vont à huis clos pour discuter d'une situation urgente et très importante. Il faut frapper sur la table. Désormais, le Mali doit libérer les militaires ivoiriens, qui méritent d'ailleurs de rentrer à la maison, mais dans quelles conditions? Sinon, sanctions. La CEDEAO donne au Mali jusqu'à janvier pour libérer les 46 soldats détenus depuis un temps. Les 46 soldats des 49 soldats initialement détenus. Pour ceux qui ne savent pas, 49 militaires ivoiriens étaient arrêtés au Mali, à Bamako, après avoir été illégalement dans le pays, sans autorisation, sans ordre de mission, avec des armes. Ils ont été arrêtés et accusés de mercenariat et de tentatives de déstabilisation du pays. La CEDEAO était en réunion il y a quelques jours pour discuter des affaires. Vous savez, CEDEAO, c'est une union des pays ouest-africains qui décident sur certaines histoires et sans donner une certaine autorité. Discuter sur les éléments qu'il fallait. Et maintenant, ils ont décidé de dire au Mali que jusqu'en janvier, il faut libérer les militaires, les 46 militaires. Sinon, point d'interrogation. Le 10 juillet 2022, 49 soldats ivoiriens en tenue militaire mais non armés avaient débarqué à Bamako d'un avion de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire et un autre appareil transportant leurs armes. Ils avaient été aussitôt interpellés et interrogés sur les raisons de leur présence au Mali, n'ayant ni d'ordre de mission ni autorisation pour y être selon les autorités maliennes. Dès le lendemain, ils avaient été accusés d'être des mercenaires venus au Mali avec des desseins funesques de briser la dynamique de refondation et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Mais Abidjan assure que ces soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'une opération de soutien de logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, et exige leur libération. Donc le 10 juillet, 49 militaires ivoiriens étaient arrêtés au Mali parce que d'après les autorités maliennes, ils étaient là illégalement, sans autorisation, sans ordre de mission, donc sans identification claire. Et d'après certaines personnes, certaines sources, certains de ces militaires, ou parmi la grande partie des militaires, étaient là avec des identités, des cartes d'identité fausses, c'est-à-dire ayant été militaire ou étant militaire. On présente une carte d'identité qui dit qu'on est maçon, par exemple, des cartes d'identité qui dit qu'on est étudiant, vous voyez un peu, jardinier, pêcheur, peu importe. Et cela, évidemment, a incité une certaine suspicion par rapport à leur présence. Les militaires ivoiriens atterris à Bamako avec un autre avion qui portait des armes, sans autorisation, sans ordre de mission. Après que les autorités maliennes aient essayé de contacter les autorités en Côte d'Ivoire, il leur a été dit que cette présence n'était pas reconnue au départ. Et cela, évidemment, a créé des problèmes. Comment ça se fait qu'il y a des militaires qui sont venus à bord? Il n'y a pas de manifeste qui identifie, évidemment, parce que quand il y a chaque avion, quand il y a chaque déplacement, normalement, il y a ce manifeste qui explique qui est à bord de l'avion, n'est-ce pas? Parce que quand vous abordez un avion, vous donnez votre nom, votre identité et tout le reste. Malheureusement, dans ce cas, il n'y en avait pas. Et cela a créé les tensions entre les deux pays frères jusqu'à maintenant. 49 militaires étaient arrêtés depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. Mais peu après, le gouvernement malien, par humanité, ont décidé de libérer 3 des soldats arrêtés, qui étaient des soldates. Donc des militaires femmes. Donc des militaires venus au Mali, armés et prêts, dans 2 avions différents, viennent avec des identités qui ne concordent pas à leur fonction, d'après le gouvernement malien, ont été arrêtés depuis plusieurs mois maintenant. La Côte d'Ivoire, à maintes reprises, a nié ces accusations du gouvernement malien, demandant ainsi une libération sans délai de ces militaires. Mais le Mali a demandé certaines histoires venant de la Côte d'Ivoire avant de libérer ces militaires. Et à ces choses, il n'y a pas eu de réponse, malheureusement. Maintenant, la CEDEAO s'est réunie encore une fois pour discuter sur beaucoup d'éléments, inclus Mali, sur comment est-ce que désormais ils sortent de leur réunion disant que les Maliens doivent libérer les Ivoiriens dans un délai bien décrit. Donc avant la fin du mois de janvier, il faut libérer les 46 militaires restants ivoiriens du territoire malien pour qu'ils rentrent à la maison. Est-ce qu'ils les méritent? Évidemment, chacun mérite la paix et rentrer chez lui à la maison, surtout étant frère africain. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais comment ça doit se faire? Ça doit se faire dans les moyens appropriés, conformément aux règles de respect, de considération et surtout de souveraineté. Maintenant, ce qui est intéressant ici est que on dit, dès le début de la rencontre, les chefs de l'État de la CEDEAO et leurs représentants se sont discrètement retirés dans une salle de la présidence nigériane pour un huis clos intégral. Ils ont pris la décision de taper le poing sur la table et de demander au Mali avant le 1er janvier 2023 la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis plus de 4 mois. Sinon, des sanctions seront prises selon la commission et d'après nos informations, c'est le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur dans le dossier, qui se rendra dans la capitale malienne pour faire passer le message. Selon nos informations, sur le plan judiciaire, l'instruction de la première instance de 46 militaires est terminée et le dossier a été transmis au parquet général depuis le 25 octobre. Mais les militaires ivoiriens sont toujours détenus à Bamako. C'est parce que les autorités de transition maliennes veulent coûte que coûte voir les 2 parties prendre leurs engagements. Donc les autorités maliennes veulent que les 2 parties prennent leur engagement par rapport à leur demande. Nous sommes en réunion, mais dès le début de la réunion, les gens vont à huis clos, c'est-à-dire les présidents, les chefs d'État et tout le bazar vont à huis clos pour discuter d'une situation urgente et très importante. Il faut frapper sur la table. Désormais, le Mali doit libérer les militaires ivoiriens, qui méritent d'ailleurs de rentrer à la maison, mais dans quelles conditions? Sinon,
sanctions. Déjà, il faudrait comprendre intelligemment qu'une personne intelligente fait référence à son passé pour savoir comment prévoir le futur. C'est-à-dire, on a déjà sanctionné le Mali à maintes reprises. On a bloqué le Mali. Le Malien était incapable de quitter son pays pour librement opérer comme il faisait dans le passé. Les Maliens ne pouvaient pas faire des transactions à l'extérieur. Les Maliens ne bénéficiaient plus des éléments les plus élémentaires pour avancer et progresser. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché pour eux. Comme les sanctions contre le Mali n'ont pas fonctionné. Faudrait-il recommencer ces sanctions? Faudrait-il recommencer les mêmes histoires qui n'ont pas fonctionné dans le passé? Le Mali a été sanctionné et bloqué par ses pays frères. L'objectif était simple, accouplir le pays, l'agenouiller, c'est-à-dire inciter la souffrance, la douleur du peuple pour que le peuple se lève contre le gouvernement en place. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le peuple malien était derrière son gouvernement, derrière leurs enfants, derrière leurs frères. C'était pour quel intérêt? Pour quel objectif? C'était pour une souveraineté malienne. C'est parce que le Malien veut la souveraineté. Ils veulent prendre charge de leur avenir. Maintenant, que propose la CEDEAO? La CEDEAO dit, si le Mali ne libère pas ses militaires avant janvier, il y aura sanctions. Mais en plus des sanctions, il y a autre chose. Il n'y a pas que les sanctions. On veut créer un groupe, une force régionale, un projet de création d'une force régionale de la CEDEAO, dans l'objectif de résister militairement à tout celui qui résiste à la CEDEAO. C'est ça l'objectif. Lisons. Un projet de création d'une force régionale de la CEDEAO a été adopté. Cette force, dont tous les concours ne sont pas connus, sera une force d'intervention contre le terrorisme et le changement anticonstitutionnel dans la sous-région. On veut créer une force régionale qui s'élèvera contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels, c'est-à-dire des coups d'État. Maintenant, la première chose sur laquelle il faut attirer attention, c'est quoi? Si on dit on veut créer une force régionale pour résister, parce que c'est ce qu'on avait dit préalablement, on veut créer une force régionale pour résister aux changements anticonstitutionnels des régimes, c'est-à-dire une force qui combattra toutes les personnes qui essaieront de faire des coups d'État. C'était ça l'objectif premier. Après, pour améliorer ça et raffiner ça, pour éviter la réflexion, on a dit on va créer une force contre le terrorisme et le changement anticonstitutionnel. On a placé le terrorisme devant. Maintenant, la question ici, c'est celle-ci. Pourquoi depuis toutes ces années, on n'a jamais créé de force contre le terrorisme? C'est-à-dire, pourquoi? Pourquoi il n'y a jamais eu de force contre le terrorisme? Une force assez forte, assez résiliente, assez consistante. Écoutez, la CEDEAO, c'est beaucoup de pays, n'est-ce pas? Il y a assez de budget pour ça. Ce sont les enfants du pays. Les enfants des pays, ils connaissent le terrain, n'est-ce pas? Ce sont les Africains. Ils sont équipés, ils sont armés. Pourquoi on n'a jamais créé de force de la CEDEAO pour combattre le terrorisme depuis tout ce temps? C'est maintenant qu'on remarque qu'il y a des coups d'État. On dit on veut créer une force contre les changements anticonstitutionnels et contre le terrorisme. Pourquoi? On sait que dans certains pays, il y a eu coup d'État parce qu'on n'arrive pas à combattre le terrorisme. Pourquoi on n'a pas créé immédiatement une force contre le terrorisme pour éviter ce coup d'État qui est arrivé dans certains endroits? Pourquoi maintenant il faut créer une force antiterroriste mais aussi anticonstitutionnelle de régime? La question qu'il faudrait se poser ici, c'est pourquoi on veut créer une force contre ceux qui veulent faire des coups d'État? Apparemment, ça paraît net et clair, n'est-ce pas? Avant de sauter à ça, la question qu'il faudrait se poser, pourquoi on fait des coups d'État dans cette région? Pourquoi il y a des coups d'État? Est-ce qu'un peuple heureux, parlons spécifiquement de cette région, c'est vrai qu'on ne peut pas dire ça partout, mais un Africain heureux de la CEDEAO viendrait faire coup d'État seulement pour rien comme ça? Point d'interrogation. C'est parce qu'il y a les choses ne sont pas bien. Les gens ne sont pas heureux. Le président n'assume pas ses responsabilités. Le président fait des promesses, je veux combattre le terrorisme, mais ne le fait pas. Ma question est celle-ci. Est-ce que tous ceux qui font les coups d'État le font pour des mauvaises causes? C'est pour détruire, pour abîmer? On ne sait pas. Regardez le cas du Mali. Le Malien, jusque-là, montre simplement qu'ils veulent leur souveraineté. Ils veulent prendre la destinée, le destin du pays entre leurs mains. Remettre le pouvoir du pays entre les peuples maliens, évidemment. Ce qui se passe ici, pour ceux qui comprennent, c'est que la CEDEAO comprend le danger d'insurrection, le danger de révolte, le danger de coup d'État. Et ces personnes-là qui sont au-dessus, qui évidemment servent les intérêts externes, les intérêts des pays étrangers, veulent constituer une force pour éviter à ce qu'ils soient démis de leur position. Et évidemment, qui pense que c'est une histoire qui vient de la CEDEAO? Probablement pas. Vous pensez que ceux qui ont des intérêts financiers dans les territoires de la CEDEAO n'assisteraient pas à la création d'une force régionale qui préserverait leurs investissements? Un investisseur qui vient investir dans un milieu où il n'est pas sûr que le gouvernement va changer, est-ce qu'il va investir? Non, il n'investira pas. Alors, s'il peut et qu'il doit investir, ne soutiendra-t-il pas le gouvernement sur place pour créer une force qui s'opposerait aux forces externes qui pourraient faire tomber son investissement? Absolument oui. En ce qui concerne le Mali et la Côte d'Ivoire, les militaires qui sont détenus depuis trop longtemps jusque-là, je pense qu'on doit respecter les demandes officielles. On doit parler entre frères, discuter. Après tout, nous sommes frères africains. Et j'ai du mal à comprendre comment un Africain serait toujours présent pour détruire un autre Africain. Parlons de la CEDEAO. J'ai du mal à comprendre comment les pays de la CEDEAO se sont levés contre le Mali, qui se levaient contre l'occupation, se levaient contre le néocolonialisme, se levaient pour une libération totale de son peuple. Pourquoi on ne veut pas aider un frère à progresser, à avancer? Mais on est toujours prêt à se mettre ensemble pour assujettir, briser l'effort de quelqu'un. Ça, j'ai du mal à comprendre. En ce qui concerne encore une fois les militaires ivoiriens arrêtés au Mali, une conversation vraie, honnête et fraternelle doit être tenue et respecter les règles selon les normes pour que ces personnes rentrent dans leur famille dans les manières les plus cohérentes.
Ma question pour vous aujourd'hui est celle-ci. Cette force régionale de la CEDEAO qu'on vient d'adopter, la création de forces à la résistance contre les interventions terroristes et les changements anticonstitutionnels, c'est une force vraiment de la CEDEAO ou bien c'est une force importée? Cette force est une force unité de la CEDEAO ou bien c'est une idée importée pour éviter des changements qu'on ne maîtrise pas? Faites-nous savoir.